pour 10 minutes d'intervention, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues, la proposition de loi que nous allons examiner n'est pas, je le concède bien volontiers, de nature à électriser l'hémicycle ou à déchaîner les passions. Il s'agit d'ajuster le régime du déport applicable aux élus siégeant dans une entreprise publique locale pour le mettre en cohérence avec le droit commun prévu au sein du Code général des collectivités territoriales. Mais tout aussi technique qu'elle soit, cette modification constitue un ajustement législatif crucial pour l'action publique, parce qu'elle concerne un outil parfois méconnu du grand public et qui pourtant fonctionne et porte les politiques publiques au plus près des enjeux du terrain. Permettez-moi d'abord de partir d'un constat simple que chacun d'entre nous a fait localement. Ni l'État ni le marché seuls ne peuvent répondre aux besoins d'un territoire. L'État est souvent lointain, uniformisant là où il faudrait adapter, réglementant là où il faudrait agir, pensant en politique nationale là où la réalité est une rue, un quartier, un bassin de vie, en un mot, un territoire. L'État a bien sûr sa place, il est nécessaire, mais à l'échelle d'une commune rurale ou d'une intercommunalité qui perd ses services publics, d'une ville qui souhaite mieux prendre en main sa politique du logement ou d'un bourg voulant proposer une restauration collective de qualité, la réponse venue d'en haut arrive toujours soit un peu tard, soit un peu de côté. Le marché, il est d'abord guidé par la rentabilité, c'est sa logique, et je ne lui en fais pas le reproche, mais cette logique laisse des zones, des publics, des services, des besoins sans réponse. Et quand un monopole privé s'installe en position dominante sur un service essentiel, la collectivité perd la main, parfois pour longtemps et au détriment de l'intérêt public. Entre ces deux extrêmes, la France a trouvé une réponse, celle de l'équilibre proposé par les entreprises publiques locales. Depuis 1926, les sociétés d'économie mixte existent dans notre droit. Ce n'est ni une invention idéologique récente, ni un bricolage de circonstances. C'est une tradition républicaine profondément française, ancrée dans un territoire et dans une conception du service public qui articule l'intérêt général et l'efficacité, combinant la puissance publique et l'initiative privée. Aujourd'hui, les entreprises publiques locales se déclinent sous 3 formes. La société d'économie mixte, dans laquelle la collectivité est actionnaire majoritaire aux côtés de partenaires privés. Vient ensuite la société publique locale, détenue intégralement par des personnes publiques. Et enfin la CEMOP, créée en 2014 à l'initiative de notre collègue Jean-Léonce Dupont, qui associe un partenaire privé sélectionné par appel d'offres pour une opération délimitée dans le temps. 3 outils, 3 situations, une même philosophie. La collectivité garde le contrôle, mais elle n'agit pas seule. Et dans tous les cas, ces sociétés sont soumises au droit de la concurrence, à la commande publique, au contrôle des chambres régionales des comptes, permettant à la fois la transparence, la performance et l'esprit du service de l'intérêt général. Qu'apporte-t-elle concrètement ? D'abord l'efficacité. Une EPL recrute, investit, réagit avec la souplesse du droit des sociétés. Elle apporte des compétences que la collectivité n'a pas toujours en interne. Elle est réactive là où la régie peut être lente, agile là où l'administration peut être rigide. C'est l'efficacité du privé mise au service du service public et surtout au plus près du terrain. Ensuite, l'autonomie. Une collectivité qui dispose d'une EPL ne dépend ni de la dotation de l'État, ni du bon vouloir d'un opérateur privé souvent lointain. Elle garde la main sur son développement, intégrée dans une stratégie cohérente qui répond à ses priorités et à l'intérêt général. Et elle le fait sans alourdir son endettement. La structure juridique permet de porter les risques et de lever les financements sans que cela pèse directement sur les finances locales. C'est une forme d'efficacité que trop de collectivités n'ont pas encore pleinement saisie. Enfin, le bénéfice pour le tissu économique et social du territoire. Les prix sont maîtrisés, l'emploi est local, l'action est concrète et lisible. Dans un contexte où la défiance envers le politique nous oblige tous à nous interroger, c'est une réponse permettant des résultats directs pour tous nos concitoyens.
Une EPL qui gère le réseau d'eau d'un département, rénove un équipement culturel ou développe un parc d'activités en zone rurale, c'est de la politique qui se voit, qui se vit concrètement et qui permet à chacun de se sentir pleinement intégré dans la communauté locale. C'est précisément là que l'élu remplit pleinement sa mission. Dans une EPL, il siège au conseil d'administration pour représenter sa collectivité, porter le mandat de ses administrés, s'assurer que l'entreprise remplit sa mission. C'est une garantie démocratique, pas un conflit d'intérêts par nature. C'est ce qui distingue ce modèle d'une délégation classique où la collectivité signe un contrat et espère que l'opérateur joue le jeu. Ici, elle est à la table et s'assure que l'intérêt général soit le moteur du projet. Et c'est pour cela que la loi sur le statut de l'élu, d'origine sénatoriale et que nous avons adoptée il y a tout juste quelques mois, a simplifié le travail des élus locaux. La loi du 22 décembre 2025, relative au statut de l'élu local, a clarifié le régime des conflits d'intérêts en distinguant les situations où un intérêt public est en cause. Pourtant, cette évolution n'a pas été répercutée à l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, applicable aux entreprises publiques locales. Il en résulte donc une incohérence juridique manifeste et une situation ubuesque où, en l'état actuel du droit, un élu siégeant dans une filiale d'EPL se trouve soumis à des obligations de déport moins contraignantes que celui siégeant dans l'EPL elle-même. Plus largement, les autres satellites des collectivités bénéficient pleinement de la réduction des obligations de déport, tandis que les EPL en sont exclus. Cette absence de coordination peut donc conduire un élu à se retirer de délibérations qui concernent directement son territoire, simplement parce qu'il siège dans un EPL, alors même qu'il n'en tire aucun avantage personnel. C'est une incohérence qui, évidemment, n'a pas été voulue ou recherchée par le législateur, mais résulte plutôt d'un manque de vigilance de notre part. La coordination que prévoit l'article unique de ce texte s'inspire de ce qui existe déjà au grand II de l'article L. 1111-6 du Code général des collectivités territoriales. Lorsque deux intérêts publics sont en présence, la situation n'est pas comparable à celle où un intérêt privé interfère avec l'intérêt général. Concrètement, si l'élu ne perçoit ni rémunération ni avantage particulier, le déport systématique n'a pas lieu d'être. S'il en perçoit, il se déporte sur l'ensemble des délibérations concernant l'EPL, à l'exception du rapport annuel qu'il est en charge de présenter. Les élus les plus compétents, les plus en lien avec le sujet, seront donc à même d'en prendre la responsabilité directe. Cette proposition de loi ne crée aucun droit nouveau au profit des élus, elle ne diminue en rien les exigences déontologiques, elle aligne tout simplement le régime des EPL sur le droit commun en maintenant pleinement les règles applicables en cas d'intérêt personnel. Je tiens à saluer la qualité du travail réalisé par la commission des lois grâce à l'analyse de notre collègue rapporteure, Anne-Sophie Patru. Merci Anne-Sophie Patru. Mes chers collègues, les entreprises publiques permettent à des collectivités de toute taille de conduire des projets ambitieux, de maîtriser des services essentiels et de créer la richesse localement. Elles méritent qu'on légifère intelligemment pour qu'elles fonctionnent efficacement et que les élus qui les font vivre ne soient pas paralysés par une règle inadaptée. Je vous invite donc à adopter la présente proposition de loi et je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. La parole est à Madame Anne-Sophie Patru, rapporteure de la Commission des lois, pour 10 minutes d'intervention, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, mes chers collègues, la présente proposition de loi déposée par le président Hervé Marseille le 13 février 2026 vise à simplifier les règles de déport des élus locaux désignés par leur assemblée pour siéger au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises publiques locales. Ce sujet est particulièrement important pour nos collectivités, les entreprises publiques locales constituant un rouage essentiel de l'exercice de leurs compétences. Ainsi, ce sont 1500 EPL qui agissent dans le champ de l'aménagement, des transports, de l'eau, de l'énergie, des déchets, du tourisme et de la petite enfance. Chaque collectivité peut désigner un représentant pour siéger au sein de ces entreprises. Au total, ce sont donc environ 14 500 élus locaux qui sont mandatés pour représenter leur collectivité au sein du conseil d'administration ou de surveillance de ces personnes morales.
Environ 15% d'entre eux sont rémunérés au titre de cette représentation. Or, vous le savez, la question de la participation de ces élus aux délibérations de leur collectivité qui portent sur ces entreprises suscite de grandes craintes chez les élus locaux et des dysfonctionnements au sein des dites collectivités. Il y a des cas où il est préférable que l'élu se déporte afin de prévenir tout risque d'illégalité de la délibération fondée sur l'éventuel conflit d'intérêts dans lequel il serait placé. L'exposé des motifs de la proposition le dit de façon forte et imagée. Les conseils municipaux ressemblent parfois trop à des vaudevilles, avec leurs mouvements fréquents d'entrée des uns, de sortie des autres. Les services juridiques des collectivités peinent à donner des consignes claires et les élus ont tendance à se déporter au moindre risque. Nous devons donc agir. L'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales interdit la participation de l'élu aux décisions de la collectivité territoriale ou de l'intercommunalité attribuant à l'entreprise publique locale un contrat de la commande publique et aux commissions d'appel d'offres ou de délégation de service public lorsque cette entreprise est candidate. Il interdit également la participation de l'élu aux délibérations accordant à cette société une aide ou une garantie d'emprunt, ainsi qu'à celles procédant à sa désignation ou autorisant sa rémunération au titre de sa représentation au sein de l'entreprise. La loi portant création d'un statut de l'élu local a assoupli le régime de droit commun du déport prévu à l'article L. 1111-6 du CGCT pour les élus désignés dans d'autres personnes morales que des EPL, dès lors qu'ils ne sont pas rémunérés à ce titre. Elle a supprimé l'obligation de déport des élus lors des délibérations accordant une aide ou une garantie d'emprunt aux personnes morales au sein desquelles ils siègent ou de celles les désignant au sein de ces structures. Le droit spécial de déport concernant le régime des entreprises publiques, lui, n'a pas été allégé, ce qui a suscité de nombreuses inquiétudes chez nos élus, et cette proposition de loi se propose d'y remédier. Pour ce faire, elle distingue la situation des élus touchant une rémunération pour représenter leur collectivité au sein de l'entreprise publique locale et des autres. Les élus non rémunérés, qui composent la grande majorité des mandataires, entre 80 et 90% d'entre eux, devront seulement se déporter par principe dans 3 cas de décision: pour une délibération autorisant leur rémunération par l'EPL, pour une délibération attribuant un contrat de la commande publique lorsque l'EPL y est candidate, ainsi que pour les commissions d'appel d'offres et de délégation de services publics compétents. Ils bénéficient donc des allégements prévus par la loi portant création d'un statut de l'élu local. Un point de précision cependant. Les 2 articles ne sont pas strictement identiques. Le choix a été fait de préciser au sein du L. 1524-5 que l'élu ne peut pas participer à la délibération de sa collectivité décidant de sa rémunération, alors que cette précision ne figure pas à l'article 1111-6. Cette différence s'explique par le régime spécifique des EPL. Pour celle-ci seulement, la rémunération de l'élu doit d'abord être autorisée par sa collectivité avant d'être votée par l'EPL. De leur côté, les élus rémunérés voient leur situation simplifiée. Ils devront se déporter pour toute délibération concernant l'EPL. Cela peut paraître restrictif, mais seuls 15% des élus mandataires seront concernés. Je me suis assurée auprès des associations d'élus que ce régime simple mais plus restrictif que l'existant ne causerait pas lui-même de dysfonctionnement dans les collectivités. Au total, je souligne que cette évolution équilibrée a suscité l'accord unanime des associations d'élus locaux et de la Fédération des élus d'entreprises publiques locales auditionnées. Je vous propose donc d'adopter cette proposition de loi de simplification qui fait l'objet d'un consensus auprès des élus locaux. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Monsieur Michel. La parole est à Madame Lana Tetuanui pour l'Union centriste, avec 3 minutes d'intervention, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues, permettez à la sénatrice de Polynésie que je suis de prendre la parole sur ce texte
qui concerne tous les territoires de France et en particulier nos espaces ultramarins. Nous connaissons bien la réalité que décrit cette proposition de loi. À des milliers de kilomètres de Paris, l'action publique locale n'est pas une option, c'est une nécessité vitale aussi, Monsieur le ministre. Les entreprises publiques locales y sont un outil précieux, parfois irremplaçable, pour conduire des politiques de développement que ni l'État seul, ni le marché seul ne peuvent porter efficacement dans nos archipels. Quand on vient d'un territoire aussi vaste que la Polynésie française, avec ses 118 îles présentes sur une superficie grande comme l'Europe, on sait ce que signifie concrètement la nécessité d'ancrage et de proximité. On sait aussi ce que vaut un outil public ancré dans les territoires, géré par des élus qui connaissent leur terrain et rendent des comptes à leurs administrés. C'est pourquoi la règle du déport telle qu'elle existe, sans la correction portée par ce texte, pose chez nous aussi de vraies difficultés. Un élu impliqué dans une EPL locale, sans en tirer le moindre avantage personnel, peut se retrouver paralysé sur des délibérations essentielles à la vie de sa commune. Chacun ici a pu constater à quel point c'était absurde. Je tiens donc à remercier chaleureusement la Commission des lois et son rapporteur, chère Anne-Sophie Patru, et la sagesse de l'intention d'adopter un nouveau amendement permettant l'application de ce texte à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie. Ce geste n'est pas anodin. Il démontre que nos territoires ultramarins ont aussi le droit à la simplification et que le Parlement prend en compte leurs spécificités. Une et indivisible, la République se manifeste aussi au niveau local dans les collectivités territoriales. Les outils à leur disposition pour assurer le développement dans les EPL sont une part intégrante, sont autant de manifestations du destin commun qui unit tous les Français métropolitains comme ultramarins. Mes chers collègues, vous aurez compris, voter ce texte, c'est permettre aux élus locaux ultramarins, comme à tous leurs homologues de métropole, d'effectuer leur travail sans être entravés par une règle inadaptée. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues.